Je vais leur faire découvrir la petite route qu'il n'y a pas sur le guide Michelin. Le petit boui-boui dans lequel on peut boire un café pas bon et où le serveur est super sympa. C'est presque impossible de dire à quelqu'un « Viens dans la Nièvre, je te propose une super balade de 12 km ». Qui dirait oui à ça? Les routes ici, elles sont magnifiques. De chez moi, je pars à l'aventure tous les jours. Une des plus belles routes que j'ai jamais pu voir. Tu te verrais terminer combien? Bah premier, y a pas à hésiter. Bon, mon égo dirait premier, mais... Bien sûr, c'est moi, le premier. Les souvenirs se créent dans la difficulté et dans les paysages. On est au col du Joly ici. Quasiment un col à 2000. Hein. C'est un col qui n'est pas connu. Pour monter, c'est un peu difficile. Par contre, les paysages sont là, quoi. T'as le Mont Blanc qui est là-bas. T'as le Dôme de Miage, célèbrement malheureusement connu cet hiver. La vallée de Chamonix, Megève. Derrière nous, la chaîne des Aravis, le Beaufortin. Tout le monde connaît la route des Grandes Alpes, le col de la Madeleine, Cormet de Roseland. Mais par contre, personne ne connaît le col du Joly. On arrive dans ce petit village d'Autelus qui est dans son jus. Et une fois passé ce village, on arrive sur de la petite route de montagne où on se demande d'abord quand on ne connaît pas, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. C'est moche, hein. On pourrait trouver mieux quand même. On a de la chance. On voit le Mont Blanc, on voit tous les massifs. T'es en train d'annoncer à plein de mecs qu'en fait le col du Joly est le plus beau col des Alpes. Oui, tout à fait. Soutiens? Je le soutiens, j'affirme. Juste par la vue. Hein. C'est l'Ardèche, les Cévennes, bon, c'est connu quoi. Les gorges, tout ça. Hein. C'est ce que j'aime dans la moto, c'est justement prendre une route sans savoir où elle va. Je m'appelle Adrien, j'ai 32 ans. J'habite dans un petit village dans le centre de la France qui s'appelle Laguerche-sur-l'Aubois ou localement Laguerche-sur-l'Aubois. Je dirais que la plupart des gens, quand tu leur dis que tu viens du centre de la France, ah ouais, là où il n'y a rien, etc. Les choses impossibles, les choses hors du commun, ça me correspond plutôt bien. C'est presque impossible de dire à quelqu'un « Viens dans la Nièvre, je te propose une super balade de 12 km ». Qui dirait oui à ça? Ça se compose principalement de lignes droites. Il y a aussi quelques virages malgré tout. Alors, faut les chercher, c'est vrai, mais on peut en trouver. C'est pour ça que soit tu vas au circuit,
Ou soit ta moto de route, elle a un pneu carré, quoi. On part d'un endroit qui s'appelle le Bec d'Allier, un endroit où il y a la rivière de l'Allier qui vient se jeter dans la Loire. Et donc cette même Loire, après, elle va jusqu'à l'Atlantique. On peut y trouver la plage, le bruit du cours de l'eau. On roule sur une digue, c'est une sensation sympa. Après, on peut faire 1 km de plus, trouver un pont canal. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Et on peut faire encore quelques kilomètres et tomber sur un charmant petit village qui est Apremont-sur-Allier, donc qui a fait partie des 10 plus beaux villages de France ces dernières années. Est-ce que tu as un de tes participants qui t'a proposé de voir 5 spots touristiques en 12 km? Non. Voilà. Mais du coup, tu veux que je te raconte mon métier, 52 ou machin? Je m'appelle Jonathan, je suis né à Cognac, je suis photographe dans cette belle région et j'ai pas mal de vieux trails. On met sur on, un seul cran de choc. J'avais toujours eu envie de voyager à moto et c'est en 2019 j'ai demandé à mon pote Michel d'acheter des Transalpes, de faire un peu comme toi, de partir à l'aventure et on a fait 4000 km au Maroc. J'ai filmé ce premier voyage sans vraiment de but. Je me suis dit au retour on verra ce que je fais, c'est surtout pour ma famille, mes amis, leur montrer ce qu'on a vu. En rentrant, j'avais un peu de temps, j'ai monté 10 épisodes de 15 minutes, j'ai écrit une voix off, j'ai fait le montage et j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle 52 degrés sud. Au début ça n'a pas fait du tout de vues, le confinement est arrivé. D'un coup on a fait 1 million de vues en quelques semaines, en quelques mois. J'adore ma région, on est entouré de vignes. Quand on dit Charente, les gens ils pensent à la pantoufle, la charentaise. Moi j'en porte pas déjà, mais... Pas de dénivelé, donc pas de petites routes de montagne, c'est pas forcément l'éclate en moto pour ceux qui cherchent des virages. C'est quelque chose de différent. Effectivement, c'est pas forcément une région qu'on pense quand on est motard à venir ici. Mais je pense que toi, Lolo, tu as fui des endroits très touristiques. Tu cherchais des endroits qu'on n'avait pas encore trop vus. Cette boucle, elle fait 130 km. On l'a créée pour avoir un aperçu un peu général de la région de Cognac. On voit les grandes maisons de Cognac. Et surtout, on se balade sur des petites routes qui sont entre les vignes. On tourne beaucoup autour du fleuve Charente parce qu'il y a beaucoup d'activités qui se passaient auparavant autour de ce fleuve, notamment pour le transport des barriques. J'ai essayé de t'amener, vraiment faire découvrir la boisson, les paysages. Au début de la balade, tu t'étais dit bon, c'est un peu ennuyant parce que pour aller d'un point A à un point B, on prenait des grands axes. Mais vers la fin, tu as trouvé peut-être plus sympa. J'avais jamais essayé la MT-07, je suis pas trop petit roadster, je roule que avec des vieilles motos. Mais j'ai trouvé ça très bien pour ce qu'on a fait. À rouler tranquille, des petits virages, c'est une moto très agile, très
facile. Ce moteur, j'en avais beaucoup entendu parler sur la T7 parce que c'est plutôt cette moto qui m'attire. Effectivement, très coupleux en bas, rageur en haut. Je suis Laetitia. Laetitia, le jour de ses 40 ans, sur un coup de tête, elle a réalisé son rêve de gosse. Elle fait du conseil en organisation de road trip moto. Je vais te faire ton itinéraire, les ferries, les hébergements, les activités que tu veux faire là-bas sur place. Je ne réserve rien pour toi, je t'envoie juste une feuille de route. Quand on dit Ardèche, on pense tout de suite au canoë, on pense aux gorges de l'Ardèche et on pense pas souvent à l'Ardèche verte. Le nord Ardèche, c'est vallonné, c'est moins peuplé qu'en bas. Il y a vraiment des chouettes routes pour les motards. C'est la mini-Corse. Bah regarde, cette route à chèvre, on en a croisé 2. C'est petit, c'est méconnu. Tout à l'heure, je te disais que c'était une mini-Corse. C'est vrai que moi, cette petite route me rappelle la Corse. D'ailleurs, pour la petite histoire, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais le département de l'Ardèche a la forme de l'île de Côté. La plus belle route, eh ben, tournons la Mastre et retour par la Louvet. Qu'est-ce qui t'a pris de répondre à mon appel? Le voyage. Toi, je dirais que c'est le prix du courage. Du courage? Ouais. Pourquoi? Tu te rends compte quand même que tu es un Parisien qui est en train d'essayer d'apprendre à des Auvergnats quelles sont les plus belles routes chez eux. Oui, c'est un peu ça l'idée. C'est vrai. T'as pas peur? Non, j'ai pas peur. Après, je pense qu'ils savent très bien que leurs routes sont vraiment sympas. Et, ouais. Ce qui est génial, c'est d'avoir flashé sur une région. Ce qui est pas facile, c'est de dire aux mecs, allez là, absolument. Oui, ça, c'est pas facile. Avoir quoi. absolument. Ouais. Bon, voilà. Autant être clair et lâcher le morceau tout de suite. Quand un Parisien a répondu à mon appel pour me faire découvrir les plus belles routes de France, qu'il avait localisées dans le Massif central, la curiosité, ou l'inconscience va savoir, l'ont emporté. Je te présente donc Arnaud, 36 ans, parisien. Pour les 30 ans de son frangin, voilà quelques années, il avait décidé de partir en road trip une semaine en Auvergne. Et là, le flash, il en sort même un bouquin. Pas chien, j'en fais même la promo. Achetez-le, il n'est pas à vendre. C'est ça, il n'y a que 2 exemplaires. Ce road trip, c'est sa Madeleine de Proust. Et il tient à me la faire découvrir. Soit. C'est comme ça qu'un matin où les nuages jouaient à remplir les creux, on s'était lancé d'Aïda et qu'on a filé plein sud. Le gros avantage de l'Auvergne, c'est que t'as pas longtemps à attendre. Attendre pour voir des paysages époustouflants. Comme ce point de vue sur les roches Tulières et sa Nadoire, vestiges de volcans érodés par les glaciers, tournant le dos au lac Guéry, lui aussi d'origine volcanique. Pas longtemps non plus à attendre pour te laisser griser par la qualité des routes, comme ici, sur la D983. Mais pas trop non plus, hein. Pas trop longtemps non plus pour rejoindre le col de la Croix-Morand et son bureau, 1401 mètres. Puis Chambon-sur-Lac, avant d'attaquer l'incomparable col de la Croix-Saint-Robert. Ouais. Sur 5075 mètres, 43 virages, ce qui n'était sans doute qu'un vulgaire chemin multi au départ, est devenu un rendez-vous incontournable du sport où certains vont y laisser la vie. En voulant notamment y faire triompher des Formule 1.
record à battre, 2 minutes, 8 secondes et 790 millièmes. Loin d'avoir cette prétention, on est monté bon rythme. Avant de replonger dans les forêts. Ici, la proposition routière et scénographique est tellement vaste qu'il est impossible d'affirmer que nous avons parcouru ce qui se fait de mieux. Alors ce qui suit n'est qu'une proposition parmi tant d'autres, mais elle vaut quand même d'être considérée. On commence par la petite cascade Sainte-Élisabeth, juste après Mont-d'Or. Puis Picherand et son château néoclassique, reconstruit sur les ruines du château de Ravel, où séjourna la reine Margot, le temps de sa disgrâce. La montée vers la station de Chastrex-Sancy, et enfin, l'une de mes routes favorites au monde, la toute petite mais enivrante D736, se transformant en 636, qui mène toutes deux vers la Godivelle et ses 2 lacs. Ça serait ici, là, non? Non, c'est... Là où moi je me suis... Enfin, là où je me suis fait une là où j'ai refait, ouais, là où j'ai refait le... Bon allez, j'avoue, j'ai pêché par délit d'initié. Arnaud, je l'ai quand même pas mal aidé dans son tracé. À l'auberge aux 4 coins d'Auvergne, on a encore peaufiné et refait le point sur une trace que tu pourras retrouver sur mon site Cap2Cap. Au départ, j'ai appelé ça les plus belles routes de France, mais j'aime que les motivations des gens soient différentes. C'est-à-dire qu'hier, c'était plus du chauvinisme et ça me fait rire, plutôt que de décerner absolument les 7 plus belles routes de France. C'est incroyable, je suis sûr de moi. Oui, et puis il y a un intérêt parce que le point de vue de chacun est différent. Puis, on est reparti vers le col de la Chaumoune. Le lac Pavin, Chananeil, Murol ont achevé de me convaincre de cette 3e place bien méritée. Mais attends, ça voudrait dire qu'il existe en France 2 endroits qui méritent encore plus que cette perle du Massif central. Mais je pense que déjà être Cévenol, c'est un état d'esprit en fait. Un bon Cévenol a toujours un bon couteau sur lui. C'est la règle numéro 1 de survie dans les Cévennes. On juge un homme à son couteau ici. Et alors quand il y a plein d'outils dessus, alors ça veut dire quoi? Ah ben là, mais c'est souvent le touriste qui a plein d'outils dessus, tu vois. Vraiment, le Cévenol, il s'arrête juste au couteau. À l'essentiel. Tu vois, à l'essentiel. Ça permet de tout faire. Ça se voit que t'as jamais dû couper un mélèze sur ta route pour passer, toi. Pour moi, les Cévennes, c'est cette région ici, là, les vallées schisteuses. Il y en a 3, il y a la vallée longue, la vallée française qui est celle-ci, et de l'autre côté, la vallée borgne, qui finissent sur la Garrigue vers Saint-Jean-du-Gard. Là. Bon, tu l'auras compris, te dire où commencent et où se terminent les Cévennes, soi-disant terre promise des motards, c'est déjà pas super simple. Les Cévennes, ça peut être la montagne Noire dans l'Aude, mais aussi les monts de l'Espinouse et du Carroux dans le Haut-Languedoc, le massif de l'Égual, le mont Lozère, il y a même les petites Cévennes. Alors Alès, c'est dans les Cévennes ou pas? Alès, c'est quand même la Garrigue, hein, maintenant, c'est sec. C'est la capitale des Cévennes, je suis allégien, c'est pour ça que je dis c'est quand même la capitale des Cévennes. Oui, c'est ce qu'on dit. On est à l'entrée. C'est ce que disent les Alésiens. Voilà. Tu vois, comme quoi tu pensais être Cévenol, mais pour eux tu l'es pas, tu vois. Ok, mais du coup, si on veut juste faire les Cévennes à moto, on va où? Cévenol ou pas, Jolan m'a emmené au cœur du sujet. Le pont des Camisards, du nom de ces Cévenols qui se sont révoltés. Cévenol à 200%, tout comme le pont des Abaris. Le train à vapeur des Cévennes? Bah, devine. La départementale 9 entre Florac et Saint-Jean-du-Gard, construite sur ordre du roi pour surveiller les Camisards. Cévenol à 1000%.
et motard à 2000%. On l'appelle même aujourd'hui la corniche des Cévennes, connue pour ses panoramas, son bitume nickel et ses courbes harmonieuses. J'aime pas appeler les routes des terrains de jeu, mais disons qu'il y a bel et bien matière à s'amuser. Arrivé en haut de ce morceau de choix, nous attendait le col Saint-Pierre, ainsi qu'une surprise toute cévenole. Honnêtement, difficile de faire plus cévenole, mais aussi plus cliché. Oui, je sais, tu vas me parler d'Antoinette. Mais sache quand même que cette histoire d'âne dans les Cévennes, c'est aussi et surtout un récit de voyage de Stevenson. On leur a proposé d'essayer nos MT-07. Ah ben on est fans, hein. C'est pas qu'on essaie, c'est qu'on est des motards. Bonjour. Les chevaux vapeur, ils sont obéissants, moi. Voilà, faut faire face à du caractère. On a repris plus calmement, même si le bâton de pèlerin continuait à frotter un peu, notre pèlerinage cévenol. Ici, pas besoin de rouler à Mach 12 pour ressentir le plaisir des courbes. Notre quête nous a menés à la découverte d'incroyables points de vue, comme le col de l'Exil, qui doit son nom au dernier regard que portaient les proscrits et prisonniers sur leur pays avant de le quitter. Là encore, assurément cévenol. Juste au-dessus du village Le Pompidou, on a marqué un arrêt à l'air du tableau pour observer ce paysage typiquement cévenol, maintes fois peint et dessiné, et qui, si tu laisses ton imagination vagabonder, ressemble furieusement à un fjord incrusté dans la montagne. Puis, cette fois-ci juste en dessous du Pompidou, on a plongé sur la minuscule D62. Là où les deux chevaux ne sont pas des objets de spéculation, mais bel et bien dans leur jus d'origine. Là, Lolo, je t'emmène dans les routes à chèvres. Accroche-toi. C'est pas l'Afrique, mais on s'en rapproche. C'est là, du côté du ravin de Grisouille, que j'ai posé quelques questions indiscrètes sur les Cévennes. Ça va de l'Ardèche à presque... pas l'Aveyron, mais après, l'Aveyron, c'est pas loin quand même d'ici. Ouais, le plateau du Larzac. Voilà, tu vois, c'est coincé entre les deux, ça fait une espèce de grand triangle qui finit là. Et alors, est-ce qu'il faut être protestant pour être cévenol? Ah, je pense que c'est quand même pas mal indiqué, ouais. Moi, je suis pas féru de religion ni rien, mais je pense que pour se dire cévenol, c'est bien d'être protestant. Ouais. Et alors, est-ce qu'il y a une autre qualité qu'il faut avoir en plus? Être au milieu des châtaigniers, du schiste. Ouais, voilà. Aimer se faire chier à pas grand-chose et vivre de rien, ça c'est pas mal. C'est vrai? Bah oui, parce qu'on est ravitaillé par les corbeaux ici un peu. Ouais. C'est agréable quand même. Ah bah oui, moi ça fait 40 ans que je suis dans les Cévennes, je suis venu pour ça quand même. Ouais. Moi je suis originaire du nord de la France, tu vois, à 10 km de la frontière belge. Alors. J'aime bien ces moments d'échange libre sur la culture des uns et des autres. On a repris un axe plus large pour filer sur Bar-des-Cévennes. Avec un nom comme ça, Bar-des-Cévennes, cévenol, sans l'ombre d'un doute. Juste après Florac, on a avalé l'impressionnante route qui s'élève vers le dénudé Cosméjean. Allez, j'avoue, ici je connais un peu. D'ailleurs, à l'intersection de l'aérodrome de Saint-Énimie, j'aurais bien pris à gauche, vers la belle auberge du Chanet. Mais Jolan avait d'autres plans pour moi.
comme de filer jusqu'à Saint-Chély-du-Tarn, petit village lové au pied des falaises du Méjean. Un tunnel, un pont à une seule arche, et Saint-Chély se découvre avec ses étonnantes cascades surgissant des maisons. Gentiment, on s'est laissé glisser le long du Tarn, plein est, cap sur Alès à nouveau, par la célèbre D907 bis qui épouse les gorges. Mais dis-moi, tu trouves pas qu'il manque un truc à ce road trip? Enfin mais si, il manque un épisode. Alors bon, dans les Cévennes, il y a aussi les épisodes Cévenol, tu vois. Bon, quand il pleut, qu'est-ce que tu fais? Tu viens à Anduze et tu viens au restaurant Galerie Le Garage. D'accord? Viens, tu viens visiter, c'est magique. En plus de son bar-resto, et quand il n'est pas sur un skate, Nicolas, ancien chaudronnier, usine des pièces moto. Des carters moteurs vintage à greffer sur ta moto neuve, par exemple. De la vraie fonderie d'allume. Des phares et aussi plus de 200 pièces, dont 80% partent à l'exportation. Et si Nicolas n'a pas cédé à la tentation des customisations complètes, c'est pour une raison bien précise. Que pour nous, hein. D'accord. On ne fait pas de clients. Ouais. C'est que des motos parce que c'est ce qui nous plaît. Et, ouais, puis le client, on n'en veut pas quoi. Le bleu, il n'est pas assez bleu. Non, mais même. Ouais. On fait des pièces, elles te plaisent, c'est bien, tu prends et tu cliques et c'est tout, ça me suffit quoi. Un peu rude le Nicolas, mais caché authentique, sans doute comme les Cévennes. Là, je me dis, ça y est, je sais ce que sont les Cévennes et où sont les Cévennes. Alors, moi, je me sentais Cévenol, et je me sens toujours Cévenol. Mais là, on était vraiment tombé sur des gens... Moi, j'ai trouvé c'est quoi être Cévenol. Qu'est-ce que t'en tires alors? C'est à chaque fois, là où tu es Cévenol. T'as pris le secret des Cévennes. Alors là, même moi, je vais le découvrir. Tu vois, d'un côté, où que tu sois, du coup. À chaque fois que tu poses la question, tu es au cœur des Cévennes. Les Cévennes, c'est partout en France, en fait. Mais en même temps, c'est nulle part, quoi. C'est ça. Bon, si tout ça reste encore un peu confus pour toi, tu peux toujours aller jeter un œil à mon site cap2cap.fr, K-A-P-C-A-P, où tu trouveras la trace GPS à télécharger et toutes les infos déposées par Jolan. Et puis quand même avec Jolan, qui, je ne te l'ai pas dit, roule en R1, on a un peu parlé moto. Donc la MT-07, je trouve ça intéressant pour ce qu'on fait là, en vrai. Je préfère être avec la MT-07 qu'avec la R1. C'est un bon compromis. Pour commencer, je comprends pourquoi il y a beaucoup de jeunes permis qui passent sur un MT-07. Que ce soit les femmes ou les hommes, qu'importe. Vraiment, c'est une moto ultra facile, joueuse. Tu peux t'amuser avec, ça reste sain, et tu peux hyper bien les personnaliser en plus. Je te présente Sylvain, le vainqueur. Enfin, le vainqueur. Mon vainqueur de ces 7 plus belles routes de France. Sylvain Jovine, 36 ans, dont 32 de moto. Mon père était motard. Et à 4 ans, de façon tout à fait normale, il m'a mis sur un genre de Piwi. J'ai commencé à faire des tours de jardin et j'ai jamais arrêté en fait. Je suis passionné de tout ce qui est moto et auto ancienne. À peu près tout tourne autour de ça. Avec le Pays Basque, c'était facile. Oui, mais non, parce que Sylvain, cette victoire, il est allé la chercher aussi grâce à sa personnalité. Prendre cher qu'on me voit sur une japonaise. C'est vrai. Toi jamais. Sylvain, il a une forme de poésie en lui. Poésie tournée vers le plus grand nombre. Sylvain, il a le goût de l'aventure, simple et authentique. Tu nous racontes ça, Sylvain ? On part de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui déjà est une très jolie petite ville, traversée par une belle rivière. On part très vite sur une petite route et on monte crescendo dans la montagne. On monte dans un petit bois
La route est mauvaise. Souvent le matin il y a un peu de brume et la brume se dégage. Au fur et à mesure on monte. J'ai toujours ce truc de vouloir rouler et de vouloir rouler un peu différent. Je voulais participer à des rallyes, à des balades, tout ça, mais il n'y avait rien qui était à mon goût et qui était dans mes budgets. Et je me suis dit, si moi je suis comme ça, d'autres doivent l'être. Alors j'ai créé Virada Sud, donc j'ai essayé de faire découvrir les petites routes de notre région, donc Pays Basque, Béarn, avec des budgets le plus bas possible pour tout le monde. La devise de Virada Sud, c'est la passion à portée de tous. Par exemple, je fais ce rassemblement en haut du col du Pourtalais le premier week-end de janvier, donc en principe il y a de la neige, il fait froid, tout ça, et on y va avec les véhicules les moins adaptés pour monter. On est parti une vingtaine et on est arrivé, je crois, 5 en haut, parce qu'au final, on peut faire une aventure à 1 heure de chez soi. On traverse Estérenne Subie, qui déjà rien que le nom, pour ceux qui ne sont pas d'ici, ils vont avoir du mal à lire les panneaux. Virada en occitan, ça veut dire une virée, tout simplement. Donc la Virada 230, c'est une balade de 230 km avec un minimum de ligne droite, donc que du virage pendant 230 km. Parce que le but de cette route, c'est de passer 7 fois la frontière, toujours par les plus petites routes qui soient. Donc sans se faire voir. Les routes où il n'y a personne, ou si on croise quelqu'un, c'est un berger avec qui on va pouvoir discuter. Couper le moteur, c'est pas mal non plus. Je vais amener les gens plus profonds, on va dire, dans la région, leur faire découvrir la petite route qu'il n'y a pas sur le guide Michelin, ce qu'on vit vraiment ici, toute la richesse qui n'est pas sur les guides touristiques. On arrive sur le col d'Orgambidé. C'est une clairière, c'est un peu féerique. Il y a une réincarnation possible, je veux bien en voiture. Jeunes. Tu vois, quand on dit qu'aujourd'hui les jeunes ils sont tous fatigués, bah c'est la vérité. Ils sont vraiment tous fatigués. Regarde. Le seul qui est couché, c'est le poulain. Midi, c'est l'heure de se lever, il vient de se lever. Après, là tu les vois, ils sont bien, mais ils sont là aussi quand il vente, quand il neige, quand il pleut. Ah merde, finalement, non, pas de réincarnation. On se plaint pas de la bouse sur la route, du gravier. On roule, on n'est pas là pour rouler fort. On n'a même pas envie de rouler fort. On est là pour profiter du paysage et on a tout le Pays Basque, des moyennes montagnes en fait, qui sont très vertes, très jolies. Ce passage là sur la route en béton, voilà, c'est l'apothéose de ce moment où on profite vraiment de ce qui nous entoure. Après ça, on passe en Espagne. Et là, on change encore de décor. On arrive sur une route plus large, une belle route qui tourne énormément. Il n'y a pas 100 mètres de ligne droite. Et là, on change de registre. On regarde peut-être un peu moins le paysage. On regarde un peu plus le bitume. L'avantage sur ces routes, c'est qu'il y a tellement de virages que déjà rouler à 80, on n'est pas mauvais. Et on enchaîne là, les virages, et là c'est vraiment du plaisir de conduite, ça ne s'arrête jamais. Tout ça pour revenir sur une toute petite route qui longe une rivière en sous-bois. On repasse, on recalme le rythme. On remonte un peu dans le même genre, donc c'est des clairières, on repasse la frontière matérialisée par une simple clôture qui monte jusqu'en haut de la colline. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'en haut de la colline, ils ont besoin de savoir où est la frontière.
Et quand on passe cette frontière, on a vraiment une carte postale du Pays Basque en face de soi, quand il n'y a pas de nuages. On redescend sur Urepel, les Aldudes. On repart directement sur le col d'Ispegui, et là qui est un magnifique col à flanc de falaise côté français. Et c'est toujours enchaîner les virages, enrouler. C'est pour ça que j'aime le twin aussi ici, parce que ça tracte, on ne change pas de rapport, on tire sur le moteur, il y a du frein moteur. Ici c'est voilà, c'est sauvage, c'est pour ça que c'est beau aussi. On est quand même en communion pas mal avec la nature. Peyo. En haut du col d'Ispegui, je m'arrête souvent pour manger chez Peyo, côté espagnol, juste après la frontière, où on mange à peu près toujours la même chose, mais c'est des choses bonnes. Et puis bon, ils vendent à côté quelques produits un peu moins taxés qu'en France, qu'on fait le plein en principe. Il y avait beaucoup de contrebande dans le Pays Basque, parce que justement dans le Pays Basque, il y a énormément de petites routes comme ça. Comme ce ne sont pas des hautes montagnes, on peut passer un petit peu partout. Même dans certaines chansons traditionnelles du Pays Basque, on parle dès qu'on est petit, le douanier nous poursuit, parce que on essaye de faire un peu de contrebande. Alors tu parlais des clopes, d'alcool, mais aussi il peut y avoir du jambon. À l'époque, au Moyen-Âge, tout ça, il y avait contrebande de jambon, contrebande de plein de produits en fait. Donc c'est une vraie passoire le Pays Basque. Et on redescend côté espagnol sur une petite route qui est aux aires de Stelvio. C'est un miniature de Stelvio. Pareil, on descend tout sur le frein moteur. C'est une route bonne mais qui est étroite, donc il faut toujours faire attention. Puis il y a toujours des animaux en liberté. Et on repart ensuite sur Dancharya. Et avant Dancharya, on bifurque sur Zugarramurdi. Le fameux village des sorcières où une dizaine de femmes ont été brûlées durant l'Inquisition espagnole sous prétexte qu'elles auraient fait des choses dans des grottes un peu surnaturelles, tout ça. Et je fais souvent le parallèle avec notre passion aujourd'hui, notre passion de la moto, qui est mal vue par les gens parce qu'on prend juste du plaisir sans rien demander à personne. Et les bien-pensants n'aiment pas forcément ça. De chez moi, je pars à l'aventure tous les jours.
Tu penses sincèrement que c'est avec ce genre de paysage et de trucs que tu vas l'emporter? Ça me ferait de la peine. La Nièvre, vachement mieux quand même, quoi. T'as quand même conscience que t'es palois et que tu prends la parole pour des Basques. Il faut bien que quelqu'un prenne la parole pour eux. Réussissent à communiquer à leur place parce que c'est pas leur fort. Pareil, j'ai toujours du mal à le dire, mais j'ai apprécié quand même. J'ai apprécié, surtout sur les toutes petites routes, ce qu'on a fait. C'est ultra facile, c'est très doux. Il y a un moteur qui est pas explosif dans les tours, mais justement, on n'est jamais débordé par la puissance. On s'amuse quand même en sortant de courbe, quand on remet les gaz, il y a un peu de couple, il y a un petit peu, on va dire, l'effet tracteur qu'on recherche sur des gros twins. Justement, avec l'âge, plus j'avance, plus j'aime les petites cylindrées, parce qu'on les exploite à fond, et ça sert à rien d'avoir 200 chevaux si on en exploite 80, quoi. Spécial dédicace à tes potes. Clairement, tu as roulé sur une MT-07 et clairement, tu viens d'en dire presque du bien. Il y a des défauts quand même aussi. Ouais, bon, il y a des défauts.